sa collègue lui a envoyé un message. J'espère que ta femme naïve ne découvrira pas à quel point tu rougis quand je te touche la main. À ce soir. Hilary a dit que c'était juste des plaisanteries de bureau. N'exagère pas, m'a-t-il dit. Alors j'ai souri et j'ai joué le jeu. Ce matin, il s'est réveillé en hurlant. Quand il a vu la note, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. J'espère que ta femme naïve ne découvrira pas à quel point tu rougis quand je te touche la main. À ce soir. J'ai lu ce message sur le téléphone de mon mari, Kyle, en pliant son linge un mercredi après-midi. L'expéditrice était enregistrée sous le nom de Zoé Travail. Quand je l'ai interrogé à ce sujet quelques instants plus tard, en lui tendant son téléphone avec le message brillant encore sur l'écran, Kyle a ri. Il m'a dit que c'était juste des plaisanteries de bureau et que j'exagérais. Alors, j'ai souri. Je l'ai embrassé sur la joue. Je suis retourné plier ses vêtements comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé à ce moment-là. Quelque chose de froid et de tranchant s'était installé dans ma poitrine. Si Kyle voulait une femme naïve, je lui donnerais la performance de sa vie. Pendant les 11 mois suivants, j'ai joué ce rôle à la perfection tout en documentant chaque mensonge, chaque nuit tardive, chaque reçu d'hôtel que je n'avais jamais visité. Ce matin, Kyle s'est réveillé en hurlant quand il a découvert que j'avais tout su depuis le début. Ses mains n'ont pas arrêté de trembler quand il a lu la note que je lui avais laissée. Mais cela vient plus tard. D'abord, laissez-moi vous parler du jour où j'ai cessé d'être la femme confiante pour devenir quelqu'un de complètement différent. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être ici et d'écouter cette histoire. Si vous croyez que la confiance et la vérité comptent dans les relations, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à partager plus d'histoires qui résonnent. Maintenant, voyons comment tout s'est déroulé. C'était fin septembre, le genre de mercredi après-midi qui semble suspendu entre les saisons. Pas tout à fait l'été, mais pas encore l'automne. J'avais pris une demi-journée de congé de mon travail à l'agence de marketing où je travaille comme coordinatrice de projet. Rien d'inhabituel à cela. J'avais accumulé des jours de vacances et devais rattraper les tâches ménagères qui semblaient toujours s'accumuler lorsque les deux personnes dans un mariage travaillent à plein temps. Notre appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du sèche-linge qui terminait son cycle dans la petite buanderie à côté de notre cuisine. J'avais déjà plié 2 lessives et travaillais sur la 3e. La fenêtre de la chambre était ouverte, laissant entrer une brise qui transportait l'odeur de l'herbe coupée de la pelouse de la résidence, 2 étages plus bas. Je pouvais entendre des enfants jouer quelque part au loin, leurs voix aiguës et insouciantes. Kyle était sous la douche. Je pouvais entendre l'eau couler à travers la porte de la salle de bain. Je pouvais l'entendre fredonner quelque chose sans mélodie, comme il le faisait toujours quand il pensait que personne n'écoutait. Nous étions mariés depuis 7 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, étions sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage et nous nous étions mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement la famille et les amis proches. Pendant la plupart de ces 7 années, j'ai pensé que nous étions heureux. Pas parfait, mais solide. Le genre de couple qui durerait sur le long terme. Je sortais des serviettes chaudes du panier quand son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Je n'étais pas en train de fouiner. Je veux être clair à ce sujet. Je me tenais simplement assez près pour voir la notification lorsqu'elle est apparue sur son écran. Le téléphone était face vers le haut, déverrouillé, affichant l'aperçu complet du message. Les mots se sont inscrits dans mon cerveau avant que je puisse détourner le regard. J'espère que ta femme naïve ne découvrira pas à quel point tu rougis quand je te touche la main. À ce soir. En dessous, il y avait le nom, Zoé Travail, et un petit emoji cœur à côté d'un visage qui cligne de l'œil. Je suis resté là, tenant l'une des serviettes bleu marine de Kyle, à fixer ces mots. Mon esprit est devenu vide un instant, puis a commencé à s'emballer si vite que je pouvais à peine suivre mes propres pensées. La douche coulait toujours. Kyle fredonnait toujours. Tout dans notre chambre semblait exactement comme 5 secondes plus tôt, mais plus rien n'était pareil. Le plus étrange était ma réaction. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas senti mes mains se mettre à trembler ni mes genoux faiblir. Au lieu de cela, j'ai ressenti une distance immédiate par rapport à la situation, comme si j'étais sorti de mon propre corps et que je regardais ce moment arriver à quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de panique, pas de vague d'émotion qui me submergeait. Juste cette clarté froide et tranchante qui s'est installée au centre de ma poitrine et y est restée. J'ai pris son téléphone avec précaution, en le tenant du bout des doigts. Le message brillait toujours sur l'écran. Je l'ai relu,
plus lentement cette fois, en analysant chaque mot. J'espère que ta femme naïve ne découvrira pas, elle m'avait traité de naïve. Cette femme, Zoé, se sentait suffisamment à l'aise dans la relation qu'elle avait avec mon mari pour se moquer ouvertement de moi. La cruauté désinvolte de la chose était ce qui me frappait le plus. Elle n'essayait même pas de cacher l'affaire. Elle en faisait des blagues, elle faisait des blagues sur moi. La douche s'est arrêtée. J'ai entendu les anneaux du rideau gratter contre la tringle. J'avais peut-être 30 secondes avant que Kyle ne sorte. J'ai posé la serviette sur le lit et j'ai continué à tenir son téléphone. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte et que Kyle est sorti, ne portant que son pantalon de survêtement gris, utilisant une petite serviette pour se sécher les cheveux, j'étais debout au même endroit avec son téléphone à la main. Son visage était détendu, content. Il n'avait aucune idée que quelque chose avait changé. J'ai tendu le téléphone vers lui, le message toujours affiché sur l'écran. Ma voix est sortie stable quand j'ai parlé, ce qui m'a surprise. Kyle, qui est cette Zoé du travail qui t'envoie un message sur la façon dont tu rougis quand elle te touche la main? J'ai gardé un ton léger, curieux plutôt qu'accusateur, la même voix que j'utiliserais pour demander ce qu'il voulait pour le dîner ou si nous devions acheter du lait au magasin. J'ai observé attentivement son visage, cherchant le moindre signe de panique ou de culpabilité. Il a jeté un coup d'œil au téléphone. Pendant une demi-seconde, quelque chose a vacillé dans son expression, quelque chose qui aurait pu être de l'alarme, mais cela a disparu si rapidement que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Puis Kyle a ri. Ce n'était pas un rire nerveux ou le genre de son forcé que quelqu'un fait quand il est pris en flagrant délit. C'était un rire confiant, facile, sincèrement amusé. Il a agité la main d'un geste dédaigneux, comme si je posais une question sur quelque chose de complètement insignifiant. Ce sont juste des plaisanteries de bureau, Danny. N'exagère pas. La façon dont il a dit ce mot, exagère, a atterri différemment de tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. Il y avait une pointe dans sa voix, une condescendance subtile qui indiquait clairement qu'il pensait que je surréagissais. Il présentait mon inquiétude tout à fait raisonnable concernant un message inapproprié comme un défaut de personnalité, comme si le fait d'être méfiante à propos d'une autre femme envoyant un message à mon mari sur l'intimité physique était quelque chose dont je devrais avoir honte, quelque chose sur lequel je devrais travailler. J'avais un choix à ce moment-là. Je pouvais répliquer. Je pouvais exiger de voir son téléphone, de faire défiler ses messages avec Zoé, de poser des questions jusqu'à ce qu'il me donne de vraies réponses. Je pouvais le confronter au mensonge évident qu'il venait de me dire. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent. Je lui ai souri. J'ai hoché la tête comme si son explication avait un sens parfait. Je me suis même avancé et je l'ai embrassé sur la joue, sentant le chlore de l'eau de notre immeuble sur sa peau humide. D'accord, ai-je dit simplement. J'étais juste curieuse. Puis je me suis retourné vers le panier à linge et j'ai pris une autre serviette à plier. Comme si la conversation n'avait jamais eu lieu, comme si je croyais chaque mot qu'il disait. Kyle est resté là un instant. Je pouvais le sentir me regarder, peut-être surpris de la facilité avec laquelle j'avais laissé tomber. Puis il a pris son téléphone là où je l'avais posé sur la commode, a vérifié quelque chose rapidement, et est entré dans notre placard pour s'habiller. Dès qu'il a été hors de vue, j'ai posé la serviette que je tenais et je me suis assise avec précaution sur le bord de notre lit. Mes mains commençaient à trembler maintenant, mais pas de peur ou de chagrin. C'était à cause de la soudaine vague de compréhension qui m'avait submergé comme de l'eau glacée. Si Kyle voulait que je sois la femme naïve, je deviendrais exactement cela. Je jouerais le rôle si convaincant qu'il ne soupçonnerait jamais que je savais que quelque chose n'allait pas. Et pendant qu'il se détendrait dans son confortable mensonge, pendant qu'il continuerait ce qu'il faisait avec Zoé du travail, je serais en train de regarder, de documenter, d'apprendre chaque détail. J'ai commencé à tout cataloguer dans mon esprit. Le ton exact de son rire dédaigneux. La façon dont il avait agité la main pour balayer mon inquiétude. La confiance dans sa voix quand il a appelé cela des plaisanteries de bureau. Le fait qu'il ait immédiatement vérifié son téléphone après que je le lui ai rendu. Probablement pour avertir Zoé que j'avais vu son message. J'ai classé tout cela dans des dossiers mentaux qui deviendraient très bientôt des dossiers physiques. Le reste de ce mercredi s'est déroulé dans une étrange brume de normalité forcée. J'ai fini de plier le linge et j'ai tout rangé à sa place. J'ai préparé le dîner, choisissant l'un des plats préférés de Kyle sans même y penser. Poulet avec des légumes rôtis et du riz. Nous avons mangé ensemble à notre petite table de cuisine.
Kyle a parlé de sa journée de travail, a mentionné un client difficile et une date limite de projet approchant la semaine prochaine. Il n'a mentionné personne du nom de Zoé. J'ai posé des questions de suivi et j'ai ri à ces histoires comme je le faisais toujours. Après le dîner, nous avons regardé la télévision ensemble sur notre canapé. Kyle vérifiait son téléphone constamment, au moins une douzaine de fois pendant l'émission. Chaque fois, il orientait l'écran loin de moi. Chaque fois, je faisais semblant de ne pas remarquer. Lorsqu'une notification illuminait son écran, il y jetait un coup d'œil rapide et souriait parfois avant de reposer le téléphone. J'ai gardé les yeux sur la télévision et n'ai pas réagi. Quand il a suggéré que nous allions nous coucher tôt, j'ai accepté sans hésitation. Nous avons suivi notre routine nocturne habituelle. Nous nous sommes brossés les dents côte à côte au lavabo de la salle de bain. Nous nous sommes glissés dans le lit et il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit avant de se retourner et de s'endormir en quelques minutes, comme il le faisait toujours. Je suis resté éveillé à côté de lui dans l'obscurité, écoutant sa respiration se régulariser jusqu'au rythme constant du sommeil. Mon esprit s'emballait, passant en revue tout ce que je savais et tout ce que j'avais besoin de découvrir. Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce sérieux? Zoé était-elle la première, ou y en avait-il eu d'autres? J'ai commencé à chercher dans ma mémoire des signes que j'avais manqués. Kyle avait mentionné quelqu'un du nom de Zoé quelques fois au cours des derniers mois. Toujours de manière décontractée, toujours dans le contexte de projets de travail. Il rentrait plus tard que d'habitude les jeudis soirs, généralement vers 21 ou 22 heures. Il mettait toujours cela sur le compte de réunion ou de délai. Je ne l'avais jamais remis en question parce que je lui faisais confiance, parce que c'est sur cela qu'un mariage est censé être construit. Mais cette version de notre mariage est morte ce mercredi après-midi pendant que je pliais le linge. La femme qui faisait confiance aveuglément avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui regarderait, attendrait et documenterait tout jusqu'à ce qu'elle connaisse la vérité complète. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Kyle. J'ai fait du café dans notre petite cuisine, mes mains stables en versant sa tasse et en la posant sur le comptoir exactement où il l'aimait. Il est sorti dans ses vêtements de travail, m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il serait peut-être en retard ce soir-là à cause d'une date limite de projet. J'ai souri et lui ai dit de ne pas trop travailler. Après son départ, je me suis assise seule dans notre appartement et j'ai élaboré un plan. Pas de confrontation, pas d'explosions émotionnelles, juste une observation froide et prudente. Je documenterai tout jusqu'à ce que je sache exactement à quoi j'avais affaire. Il ne s'agissait plus de le prendre sur le fait. Il s'agissait de me protéger et de m'assurer que lorsque la vérité éclaterait enfin, j'aurais toutes les preuves dont j'avais besoin. L'appartement semblait différent après le départ de Kyle pour le travail ce jeudi matin. Le silence était plus aigu, en quelque sorte, plus présent. Je suis resté dans la cuisine avec ma deuxième tasse de café, regardant l'endroit où il se tenait quelques minutes plus tôt, et j'ai senti le poids de la décision que j'avais prise s'installer sur moi comme une chose physique. Je me suis déclaré malade au travail. Ma superviseure ne l'a pas remis en question. J'étais avec l'agence depuis 4 ans et je prenais rarement de congés imprévus. Je lui ai dit que j'avais une migraine et que je vérifierais mes courriels périodiquement. Elle m'a dit de me reposer et de ne m'inquiéter de rien, mais le repos était la dernière chose que j'avais en tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine et j'ai créé un nouveau document. Je l'ai intitulé simplement « Chronologie » et j'ai commencé à écrire tout ce dont je pouvais me souvenir des derniers mois. Chaque nuit tardive que Kyle avait mentionnée, chaque fois qu'il avait vérifié son téléphone en l'orientant loin de moi. Chaque nouvelle chemise que j'avais remarquée suspendue dans son placard et que je ne l'avais pas vue acheter. Chaque jeudi soir qui s'étirait au-delà de 21 heures avec des explications qui semblaient toujours raisonnables sur le moment mais qui me paraissaient maintenant creuses avec le recul. Le document s'allongeait au fil de la matinée. J'ai écrit pendant près de 2 heures, ne m'arrêtant que pour remplir ma tasse de café. Quand je me suis finalement assise et que j'ai relu ce que j'avais enregistré, je me suis senti mal. Le schéma avait toujours été là. J'avais juste été trop confiante pour le voir. Au cours des semaines suivantes, je me suis transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. En surface, rien n'a changé. J'allais au travail chaque jour, rentrais à la maison, préparais le dîner, demandais à Kyle comment s'était passée sa journée. Mais sous cette performance, je l'observais avec une intensité qui frisait le scientifique. Chaque comportement est devenu une donnée. Chaque conversation est devenue une preuve. Les petits signes que j'avais précédemment ignorés se détachaient maintenant en relief. Impossible à manquer une fois que je savais les chercher.
Kyle a commencé à prendre une douche dès qu'il franchissait la porte de notre appartement chaque soir. Même les jours où il prétendait avoir passé la plupart de son temps en réunion plutôt qu'à faire quelque chose de physiquement exigeant, il se dirigeait directement vers la salle de bain et y restait 20 minutes. J'entendais l'eau couler et je me demandais ce qu'il avait, quelle trace de parfum ou de rouge à lèvres il enlevait avant de me faire face. Il a acheté une nouvelle eau de Cologne pendant la 2e semaine de mon observation. Je l'ai découverte dans la salle de bain un matin, une bouteille chère d'une marque qu'il n'avait jamais portée auparavant. L'odeur était boisée et vive, rien à voir avec les parfums frais et propres qu'il préférait habituellement. Quand je l'ai interrogé à ce sujet ce soir-là, en gardant ma voix décontractée et curieuse, il a dit qu'un collègue le lui avait recommandé. Il n'a pas précisé quel collègue. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement pris une note mentale de la date et du mensonge. Sa relation avec son téléphone a évolué en quelque chose qui aurait été comique si cela n'avait pas été si révélateur. L'appareil est devenu une extension de son corps, jamais à plus d'une longueur de bras. Il a commencé à le poser face contre table sur toutes les surfaces, un comportement qu'il n'avait jamais eu auparavant. Au dîner, le téléphone était posé à côté de son assiette comme un invité supplémentaire à notre table. Quand il vibrait avec des notifications, il le saisissait immédiatement et vérifiait l'écran, son visage illuminé par la lueur, son expression s'adoucissant en quelque chose que je pensais autrefois m'être destiné. Je l'ai testé pendant un dîner, en demandant nonchalamment à qui il envoyait des messages alors que j'étais en train de lui parler d'un problème au travail. Il a à peine levé les yeux. Juste des trucs de boulot, a-t-il dit, ses doigts bougeant toujours sur l'écran. J'ai continué mon histoire comme si son attention partagée ne me dérangeait pas, mais j'ai noté l'interaction dans mon catalogue mental. Juste des trucs de boulot. C'était toujours, juste des trucs de boulot. L'expression est devenue sa réponse par défaut, répétée si souvent qu'elle a perdu tout son sens. Maintenir ma performance d'épouse dévouée tout en menant cette surveillance attentive était épuisant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous avons assisté à un dîner chez un de ses collègues lors de ma 3e semaine d'observation. Je portais la robe bleue que Kyle disait toujours aimer. J'ai ri à ses histoires, j'ai touché son bras affectueusement quand il faisait des blagues, et j'ai discuté de nos plans pour rénover la cuisine un jour avec un enthousiasme qui semblait de plus en plus creux à chaque mot que je prononçais. Un autre couple à la fête, James et Rebecca, nous a approchés pendant le dessert. Rebecca nous a souri avec une chaleur sincère et a dit « Vous deux êtes si bien ensemble. 7 ans et vous vous regardez toujours comme des jeunes mariés. Cela donne de l'espoir au reste d'entre nous. » J'ai senti la main de Kyle trouver la mienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste qui, autrefois, aurait fait gonfler mon cœur. Maintenant, cela ressemblait simplement à une partie de la performance que nous donnions tous les deux, bien que seul moi savais que nous jouions la comédie. J'ai souri à Rebecca et je l'ai remerciée, en serrant la main de Kyle en retour. Nous sommes très chanceux, ai-je dit, le pensant d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. J'étais chanceuse d'avoir découvert la vérité avant d'investir plus d'années dans un mensonge. Pendant que je faisais cette observation intérieure, Kyle a vérifié son téléphone sous la table avec sa main libre. Je l'ai senti vibrer entre nous. J'ai vu le léger sourire qui a traversé son visage alors qu'il lisait le message qui venait d'arriver. L'interaction entière a duré peut-être 10 secondes, mais j'ai catalogué chaque détail. À la maison, j'ai continué tous les rituels de notre mariage comme si rien n'avait changé. Je cuisinais ses plats préférés sans qu'on me le demande. Je faisais sa lessive, pliant ses chemises de la manière spécifique qu'il préférait. Je l'interrogeais sur sa journée et écoutais ses réponses avec un intérêt apparent, même si la moitié de ce qu'il me disait était probablement fabriqué. Je ne lui ai donné absolument aucune raison de soupçonner que je savais que quelque chose n'allait pas. La performance était nécessaire. Je l'ai compris avec une clarté croissante au fil des semaines. Si Kyle pensait que j'étais la femme naïve que Zoé avait décrite dans son message, il continuerait à être négligent. Il se sentirait à l'aise dans sa tromperie. Et les gens à l'aise font des erreurs. Des erreurs que je pouvais documenter. Des erreurs qui me protégeraient le moment venu de mettre fin à ce mariage selon mes conditions plutôt que les siennes. 3 semaines après avoir trouvé ce premier message, ma sœur aînée, Emma, a appelé pour dire qu'elle descendait de Boston pour le week-end. Elle voulait voir notre nouveau canapé, a-t-elle dit, mais je connaissais la vraie raison. Emma m'appelait tous les quelques jours, et je n'avais pas été moi-même au téléphone. Mes réponses étaient plus courtes, plus distraites. Elle venait vérifier en personne. Emma est arrivée le vendredi soir avec un sac de voyage et une bouteille de vin. Kyle l'a accueillie chaleureusement,
l'a serré dans ses bras et lui a posé des questions sur son trajet, son travail et son appartement. Il était doué pour cela, pour être charmant et attentionné avec les autres. C'était l'une des choses dont j'étais tombée amoureuse il y a des années, à l'époque où je pensais que ce charme était sincère plutôt que performatif. Kyle est parti le samedi matin pour faire des courses. Dès que sa voiture a quitté le parking, Emma s'est tournée vers moi, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, et a dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais assise en face d'elle à notre petite table de cuisine. La lumière du soleil entrait par la fenêtre derrière elle, lui donnant l'impression de briller. « Rien ne se passe, » ai-je dit, en gardant ma voix égale. « Pourquoi penserais-tu que quelque chose ne va pas ?» Emma a posé sa tasse et s'est penchée en avant. « Dani, je te connais depuis toute ta vie. Tu sembles différente, plus silencieuse, comme si tu retenais quelque chose. » Ses yeux ont scruté mon visage avec le genre d'attention que seule une sœur peut avoir. « Est-ce que ça va entre toi et Kyle ?» Pendant un instant, j'ai envisagé de tout lui dire sur le message de Zoé, sur les jeudis soirs tardifs, la nouvelle eau de Cologne et le téléphone qui ne quittait jamais la main de Kyle. Sur la performance que je maintenais depuis 3 semaines pendant que je documentais son comportement et que j'essayais de trouver quoi faire ensuite. Mais je ne lui ai rien dit. Si je le disais à Emma, elle voudrait confronter Kyle immédiatement. Elle voudrait me protéger de toutes les manières bruyantes et évidentes qui détruiraient mon observation attentive. Elle exigerait des réponses, ferait des scènes et ruinerait les preuves que j'étais en train de constituer. Alors, j'ai menti à ma sœur, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, et je lui ai dit que j'étais juste fatigué du travail, que nous avions un gros projet à lancer bientôt, et que je ressentais le stress. Emma n'a pas eu l'air convaincue, mais elle a accepté l'explication. Elle a passé le reste du week-end à me regarder avec inquiétude, ses yeux me suivant dans l'appartement comme si elle essayait de résoudre un puzzle dont elle ne voyait pas toutes les pièces. Quand elle est partie le dimanche après-midi, elle m'a serré plus fort que d'habitude et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit. À la fin de mon premier mois d'observation, j'avais identifié un schéma clair qui a changé tout ce que je pensais savoir sur l'emploi du temps de Kyle. Chaque jeudi soir, sans faute, il rentrait plus tard que d'habitude. Les excuses variaient, mais le moment restait constant, réunion de projets qui s'éternisaient, dîner avec des clients qu'il avait oublié de mentionner à l'avance, urgence de dernière minute qui nécessitait son attention immédiate. Les jeudis soirs sont devenus le centre de ma surveillance. J'ai commencé à porter une attention particulière à la façon dont il s'habillait ces matins-là. Il portait ses meilleures chemises, celles que je lui avais achetées pour des présentations importantes. Il utilisait plus de cette nouvelle eau de Cologne, l'odeur boisée et chère qui persistait dans notre chambre après son départ. Quand il rentrait les jeudis soirs, généralement vers 21 ou 22 heures, il sentait un parfum que je ne portais pas, une odeur florale qui s'accrochait à son col et à sa veste. Quand je faisais sa lessive le vendredi matin, je retrouvais cette odeur incrustée dans le tissu. Un jeudi particulier, j'ai trouvé quelque chose de plus concret que des observations et des odeurs. Kyle avait laissé sa veste drapée sur le dossier d'une chaise de cuisine. Je la suspendais dans le placard quand j'ai senti quelque chose se froisser dans la poche intérieure. J'ai sorti un reçu d'un bar d'hôtel du centre-ville. La date était du jeudi précédent. L'horodatage indiquait 22h15. 2 boissons, $38 avec le pourboire. Le jeudi précédent, Kyle m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau sur une présentation. Il m'avait envoyé un message vers 21h pour dire qu'il serait à la maison vers 22h30. Selon ce reçu, il n'avait pas été au bureau. Il avait été dans un bar d'hôtel du centre-ville à acheter des boissons pour quelqu'un à 22h15. Je suis resté dans notre chambre en tenant ce reçu, sentant le papier entre mes doigts. Mes mains étaient parfaitement stables. J'en ai pris une photo avec mon téléphone, en m'assurant que la date, l'heure et le lieu étaient tous clairement visibles. Puis j'ai soigneusement plié le reçu et l'ai remis dans la poche de sa veste exactement là où je l'avais trouvé. Je suis allé à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier que j'avais créé et étiqueté « Sécurité réseau ». À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers organisés par date, chacun contenant des photos, des notes et des entrées de chronologie. J'ai ajouté la photo du reçu au dossier de la date appropriée et j'ai mis à jour mon document de chronologie avec cette nouvelle information. Les preuves s'accumulaient. Chaque jour apportait de nouvelles observations, de nouvelles incohérences, de nouvelles pièces d'un puzzle que j'assemblais lentement. Et à travers tout cela, je maintenais ma performance de femme naïve qui ne remarquait rien et ne soupçonnait encore moins.
Je suis resté à regarder ce reçu de barre d'hôtel sur l'écran de mon ordinateur portable pendant un long moment après l'avoir enregistré dans mon dossier de preuve. La photo était parfaitement claire. La date, l'heure, le lieu, les 2 boissons totalisant $38. Tout était documenté, tout était préservé. Mais je savais que les reçus et les observations ne m'emmèneraient pas très loin. J'avais besoin d'accéder à la source. Je devais voir ce que Kyle disait à Zoé et ce qu'elle lui répondait. J'avais besoin des messages réels, des vraies conversations, pas seulement des preuves circonstancielles que je reconstituais à partir de bouteilles d'eau de Cologne et de schémas du jeudi soir. Le problème était que je n'avais aucune idée de comment accéder à ces informations sans que Kyle le sache. J'étais assez compétente en technologie pour les tâches quotidiennes, mais la mise en miroir du téléphone de quelqu'un ou l'accès à ses comptes privés dépassait mes compétences. J'avais besoin de l'aide de quelqu'un qui comprenait les systèmes numériques comme je comprenais les chronologies de projets et les présentations clients. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale. J'ai appelé Sarah un lundi soir pendant que Kyle était sous la douche. Sarah Mitchell était ma meilleure amie depuis notre 2e année d'université, lorsque nous avions été désignés comme colocataires au hasard. C'était la personne qui m'avait tenu les cheveux quand j'avais eu une intoxication alimentaire en 3e année. La personne qui m'avait aidé à choisir ma robe de mariée. La personne qui me connaissait assez bien pour entendre que quelque chose n'allait pas dans ma voix même quand j'essayais de paraître normal. Sarah travaillait dans l'informatique légale pour un cabinet d'enquête privé du centre-ville. Son travail consistait à récupérer des données sur des ordinateurs et des téléphones pour des affaires juridiques, des enquêtes d'entreprise et, occasionnellement, des procédures de divorce. Elle m'avait raconté au fil des ans les choses qu'elle découvrait dans les appareils des gens. Les doubles vies que les gens menaient, qui existaient entièrement sous forme numérique jusqu'à ce que quelqu'un comme Sarah les rende visibles. Nous avons convenu de nous rencontrer le mardi matin dans notre café habituel, un petit endroit à mi-chemin entre nos appartements qui faisait d'excellents lattes et avait des fauteuils confortables près de la fenêtre. J'ai dit à Kyle que je rencontrais Sarah pour un café avant le travail. Il a à peine levé les yeux de son téléphone quand je l'ai mentionné. Je suis arrivé la première au café et j'ai commandé nos 2 boissons. Sarah est entrée 10 minutes plus tard, vêtue de ses vêtements de travail. Un blazer sur un jean foncé et un sac en bandoulière sur l'épaule. Elle m'a repéré près de la fenêtre et a souri, mais le sourire s'est légèrement estompé quand elle s'est approchée assez près pour voir clairement mon visage. Nous nous sommes serrés dans les bras et elle s'est assise en face de moi, acceptant le latte que j'avais commandé pour elle. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Sarah m'a juste regardé avec ses yeux bruns perçants qui manquaient très peu de choses. Bon, a-t-elle dit finalement. Qu'est-ce qui se passe? J'avais répété cette conversation dans ma tête une 12aine de fois. Mais maintenant que le moment était arrivé, mes mots soigneusement préparés semblaient inadéquats. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé avec l'excuse que j'avais prévue. Je m'inquiète pour la sécurité de notre réseau domestique. Je pense que quelqu'un pourrait accéder à notre stockage en nuage sans permission. C'était une couverture fragile et nous le savions toutes les 2. Sarah a légèrement incliné la tête, étudiant mon visage. Puis elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Danny, c'est moi. Tu n'as pas à faire ça. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pendant 6 semaines, j'avais maintenu un contrôle parfait sur mes émotions. J'avais joué le rôle de la femme naïve sans jamais sortir de mon personnage. Mais assise en face de ma meilleure amie, voyant l'inquiétude et la compréhension dans ses yeux, j'ai senti ce contrôle glisser. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur le téléphone de Kyle, ai-je dit doucement. Peux-tu m'aider? Sarah n'a pas demandé de détails ni d'explications. Elle a simplement hoché la tête, a sorti son ordinateur portable de son sac en bandoulière et l'a ouvert sur la table entre nous. Pendant les 45 minutes suivantes, elle m'a expliqué le processus technique pour accéder à nos comptes de nuages partagés, vérifier les journaux d'activité des appareils et configurer la mise en miroir pour les téléphones connectés à notre réseau sans fil à la maison. Elle a tout expliqué d'une voix calme et professionnelle, le même ton qu'elle utilisait probablement lorsqu'elle témoignait dans des affaires judiciaires sur les preuves numériques. Elle m'a montré comment voir quels appareils se sauvegardaient sur notre stockage partagé. Comment accéder à ces sauvegardes sans laisser de traces indiquant que quelqu'un les avait consultées. Comment configurer une mise en miroir en temps réel pour que les messages envoyés et reçus sur le téléphone de Kyle apparaissent également sur mon ordinateur portable. C'est légal parce que c'est votre réseau partagé et vos comptes partagés, a dit Sarah à un moment donné, ses doigts se déplaçant sur son clavier alors qu'elle démontrait une autre technique. Mais Danny, une fois que tu verras ce qu'il y a,
Tu ne pourras pas l'oublier. Es-tu sûr de vouloir faire ça? J'ai réfléchi à cette question. Étais-je sûr? Une partie de moi voulait redevenir la femme que j'étais il y a 7 semaines. Celle qui faisait confiance à son mari, croyait ses explications et ne passait pas ses soirées à cataloguer des preuves de trahison. Mais cette femme avait disparu. Cette version de ma vie était déjà terminée. Il ne restait plus qu'à découvrir la vérité complète. Je suis sûr, ai-je dit. Quand nous avons terminé, Sarah a fermé son ordinateur portable et a serré ma main sur la table. Quoi que tu trouves, je suis là. Jour ou nuit, tu m'appelles et je viendrai. Tu comprends? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour rester stable si j'essayais de parler. Nous avons fini notre café et sommes sortis ensemble dans la matinée ensoleillée de mardi. Sarah m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir sur le parking, en me tenant un peu plus longtemps que d'habitude, puis elle est partie en direction de son bureau au centre-ville. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur, traitant ce que j'étais sur le point de faire. Puis je suis allé au travail et j'ai passé la journée en réunion et à répondre à des courriels, agissant comme si rien d'important ne s'était passé ce matin-là. Cette nuit-là, j'ai attendu que Kyle s'endorme. Il était rentré vers 21h30, plus tard que d'habitude pour un mardi, mais pas de manière suspecte. Il a prétendu avoir été pris dans une conversation avec son manager à propos d'un projet à venir. Nous avons mangé le dîner que j'avais préparé plus tôt, regardé une partie d'un documentaire sur Netflix et sommes allés nous coucher vers 23h. Je suis resté éveillé à côté de lui, écoutant sa respiration se régulariser jusqu'au rythme constant du sommeil. Quand j'ai été certaine qu'il ne se réveillerait pas, je me suis glissé hors du lit et j'ai marché tranquillement jusqu'à notre bureau à domicile. J'ai fermé la porte presque complètement, laissant juste assez d'espace pour entendre si Kyle se levait, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient légèrement alors que je suivais les instructions de Sarah, naviguant à travers les paramètres, les autorisations et les fichiers de sauvegarde. Au début, j'ai trouvé exactement ce que je m'attendais à trouver, des courriels de travail sur les délais de projet et les réunions avec les clients, des messages de groupe avec ses amis de l'université discutant des plans du week-end et des résultats sportifs, des articles de presse qu'il avait enregistrés pour les lire plus tard. Puis j'ai ouvert ces messages avec une personne enregistrée dans ses contacts simplement comme « Z ». L'aperçu montrait le message le plus récent, envoyé plus tôt ce soir-là pendant que je préparais le dîner. Tu me manques déjà. Jeudi ne peut pas arriver assez vite. J'ai cliqué pour ouvrir le fil de conversation complet. Les messages se sont chargés lentement, remontant dans le temps. J'ai commencé au début, il y a 11 mois, et j'ai commencé à lire. Les premiers messages étaient relativement innocents. Des échanges amicaux sur des projets de travail, professionnels mais chaleureux. Puis le ton a changé. Les compliments sont devenus plus personnels. Les conversations se prolongeaient tard dans la soirée. La flirtation a évolué en quelque chose d'explicite. J'ai lu message après message, regardant mon mariage se dissoudre en temps réel à travers des textes numériques. Ils parlaient d'hôtels qu'ils avaient visités ensemble, de dîners romantiques dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, de blagues privées qui m'excluaient entièrement. Ils s'envoyaient des photos que je ne pouvais pas me résoudre à regarder plus de quelques secondes avant de les fermer. Dans un échange datant de 2 mois, Zoé a demandé à Kyle si je soupçonnais quelque chose. Sa réponse est apparue sur mon écran dans cette bulle bleue distinctive. Elle n'en a aucune idée. Dani est gentille, mais pas exactement observatrice. Je me suis adossé à ma chaise de bureau et j'ai fixé ces mots. Gentille, mais pas exactement observatrice. C'est ainsi que mon mari me décrivait à sa maîtresse. Comme quelqu'un de trop naïf et inconscient pour remarquer ce qui se passait dans mon propre mariage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise dans le bureau sombre, sentant quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. C'était différent du choc que j'avais ressenti 6 semaines plus tôt lorsque j'avais vu le message de Zoé pour la première fois. C'était plus froid, plus certain, plus final. Au cours des nuits suivantes, j'ai poursuivi mon enquête numérique chaque fois que Kyle dormait ou était hors de l'appartement. J'ai découvert un compte de messagerie séparé qu'il avait créé en utilisant une variation de son nom que je n'aurais jamais pensé à chercher. Le compte était lié à une carte de crédit dont je n'avais aucune connaissance. J'ai accédé au relevé par le biais du courriel et j'ai trouvé des frais qui peignaient une image complète de sa double vie, des hôtels-boutiques dans notre propre ville, des restaurants chers avec des menus dégustation et des accords mets et vins, des bijouteries où il avait acheté des cadeaux que je n'avais jamais reçus. Pour notre 7e anniversaire de mariage il y a 3 mois,
Kyle m'avait donné une carte avec un message doux et m'avait emmené dans notre restaurant italien de quartier habituel où nous allions toujours pour les occasions spéciales. Selon le relevé de carte de crédit de cette même semaine, il avait dépensé 3 fois ce montant pour un dîner avec Zoé dans un restaurant de grillade haut de gamme du centre-ville. 2 jours avant notre anniversaire, il avait acheté un bracelet dans une bijouterie boutique. Le montant était de 847 $, plus que ce que ma bague de fiançailles avait coûté. Chaque dépense était une nouvelle trahison. Chaque ligne sur ces relevés représentait un choix que Kyle faisait de dépenser notre argent, notre temps, notre vie commune pour quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé les larmes quelque part autour du 3e reçu d'hôtel. On dit, j'ai tout capturé. J'ai téléchargé chaque relevé en format PDF. J'ai créé des dossiers dans des dossiers sur mon ordinateur portable, organisant les preuves avec la précision méthodique de quelqu'un qui constitue un dossier juridique. Mon bureau à domicile est devenu un centre de commandement. Mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité nuit après nuit pendant que Kyle dormait paisiblement dans notre lit, complètement inconscient que je documentais chaque détail de son affaire dans la pièce voisine. La preuve la plus accablante venait du calendrier numérique de Kyle. Il tenait des registres méticuleux de son emploi du temps, codés par couleur. Les réunions de travail étaient en bleu, les rendez-vous personnels en vert, et là, en violet, se trouvaient des rendez-vous réguliers le jeudi soir, listés uniquement comme « C », de 19h à 23h, parfois plus tard. Chaque jeudi depuis 11 mois. J'ai croisé ces entrées de calendrier avec les relevés de cartes de crédit. Le schéma était indubitable. Les jeudis soirs signifiaient bar d'hôtel et dîner cher. Les jeudis soirs signifiaient que l'affaire avait un calendrier, une routine, un rythme prévisible que Kyle avait intégré dans sa vie aussi nonchalamment que son café du matin. Puis j'ai trouvé quelque chose qui a tout aggravé. 3 occasions distinctes au cours des 6 derniers mois où Kyle avait prétendu voyager pour des conférences d'affaires. Je me souvenais clairement de ces voyages, la conférence de Chicago en mars, la formation de Seattle en mai, la réunion avec un client à Boston en juillet. Je l'avais conduit à l'aéroport pour 2 de ces voyages. Je lui avais envoyé des messages de bonjour et de bonne nuit pendant qu'il était censé être en voyage d'affaires. J'ai consulté les relevés de cartes de crédit pour ces périodes. Il n'y avait pas de frais de compagnie aérienne, pas de réservation d'hôtel à Chicago, Seattle ou Boston. Au lieu de cela, j'ai trouvé des frais dans des hôtels boutiques à moins de 25 km de notre appartement. Des hôtels avec des noms comme le Riverside Inn et le Metropolitan. Kyle n'avait jamais quitté la ville. Il séjournait dans des hôtels locaux avec Zoé pendant que j'attendais à la maison, lui envoyant des messages de bonne nuit qu'il lisait probablement en étant au lit avec elle. Le calendrier montrait également des déjeuners avec Z 2 ou 3 fois par semaine. Des pauses café marquées en violet. Même une escapade d'un week-end que Kyle avait déguisé en séminaire de travail. Je me souviens de ce week-end en juin. Kyle s'était excusé de devoir y aller, avait promis de se rattraper. J'avais passé le week-end à nettoyer notre appartement et à rattraper des projets de travail. Croyant qu'il était à un séminaire d'entreprise à 3 heures de route. Selon son calendrier et ses relevés de cartes de crédit, il avait été dans une chambre d'hôte à 1 heure de la ville avec Zoé. Ils avaient construit une relation entière sur du temps volé et ma confiance. Ce n'était pas une erreur spontanée ou un moment de faiblesse. C'était une seconde vie que Kyle menait en parallèle de la nôtre, avec des rendez-vous réguliers, des escapades romantiques et des projets d'avenir. Dans un échange de messages, ils discutaient de prendre des vacances ensemble en Californie une fois que Kyle aurait trouvé comment expliquer son absence d'une semaine entière. Je suis resté assise dans mon bureau sombre, regardant 11 mois de tromperie étalés dans des entrées de calendrier, des relevés de cartes de crédit et des messages textes qui me qualifiaient de « gentille », mais pas exactement observatrice. Et j'ai réalisé avec une clarté absolue que ce n'était pas juste une liaison. C'était une trahison calculée et soutenue. C'était Kyle choisissant Zoé plutôt que moi encore et encore, jour après jour, pendant près d'1 an. J'ai fermé mon ordinateur portable après avoir examiné ces entrées de calendrier et je suis resté assise dans l'obscurité de mon bureau à domicile, sentant tout le poids de ce que j'avais découvert m'écraser. 11 mois de documentation répartis dans des dossiers sur mon disque dur. 11 mois de preuves qui prouvaient que Kyle menait 2 vies avec une précision calculée. La liaison n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'était un choix soutenu et délibéré qu'il faisait chaque jour. Mais la documentation seule ne me protégerait pas. J'avais besoin d'un plan pour la suite. Je devais comprendre mes options juridiques et comment me protéger financièrement avant que Kyle ne découvre que je savais tout.
Le problème était que je n'avais aucune idée par où commencer. Je n'avais jamais imaginé avoir besoin d'un avocat spécialisé en divorce. C'était quelque chose qui arrivait aux autres, pas à moi. J'ai envoyé un message à Sarah le lendemain matin pendant que Kyle était sous la douche, se préparant pour le travail. J'ai gardé le message simple. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options légalement. Peux-tu me recommander quelqu'un? Sa réponse est arrivée en moins de 5 minutes. Jennifer Morrison. C'est la meilleure. Chère, mais elle vaut chaque centime. Je te donne son numéro par message. J'ai enregistré les coordonnées sur mon téléphone et je les ai fixées pendant un long moment. Appeler un avocat spécialisé en divorce me donnait l'impression de franchir une ligne de non-retour. Tant que je ne faisais que collecter des preuves, je pouvais me dire que je ne faisais que rassembler des informations, me protéger, me préparer à des possibilités. Mais au moment où je contacterais un avocat, je prendrais des mesures concrètes pour mettre fin à mon mariage. Je rendrais la trahison réelle d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler. Pendant ces 2 jours, j'ai continué ma routine. J'allais au travail, rentrais à la maison, préparais le dîner, m'asseyais à côté de Kyle sur le canapé pendant qu'il vérifiait son téléphone constamment. Je jouais mon rôle de femme naïve pendant que mon esprit tournait autour de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Que signifierait un divorce financièrement? Où vivrais-je? Comment diviserions-nous nos biens communs? Kyle se battrait-il contre moi ou accepterait-il la responsabilité d'avoir détruit notre mariage? Le vendredi après-midi, j'ai finalement appelé le bureau de Jennifer Morrison depuis ma voiture pendant ma pause déjeuner. Une réceptionniste à la voix professionnelle a répondu et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai dit que je devais prendre un rendez-vous pour discuter de la protection des actifs. L'expression me semblait étrange dans ma bouche, clinique et détachée, comme si je parlais de contrats commerciaux plutôt que de la fin de mon mariage. La réceptionniste a vérifié le calendrier et m'a proposé un rendez-vous le mardi suivant à 10 h du matin. J'ai accepté et j'ai fourni mes coordonnées. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking derrière mon bureau et j'ai pris plusieurs respirations profondes avant de retourner à l'intérieur. Ce soir-là, j'ai dit à Kyle que j'avais un rendez-vous chez le dentiste le mardi matin et que j'arriverais en retard au travail. Il était assis sur le canapé avec son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, travaillant soi-disant sur une présentation, mais probablement en train d'envoyer des messages à Zoé. Il a levé les yeux brièvement quand j'ai parlé et a dit quelque chose de vague comme « D'accord, ça marche », avant de retourner son attention sur son écran. Le mépris désinvolte de ce moment a rendu ma décision plus facile d'une certaine manière. Cet homme qui autrefois s'accrochait à chacun de mes mots remarquait à peine ma présence, sauf s'il avait besoin de quelque chose de moi. Le mardi matin est arrivé froid et gris, menaçant de pluie. Je me suis habillé avec soin pour le rendez-vous, choisissant des vêtements professionnels qui me donnaient l'impression d'être compétente et en contrôle. Un blazer noir sur un chemisier gris, un pantalon foncé, des bijoux simples. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui maîtrisait sa vie. Même si j'avais l'impression de tenir à peine le coup la plupart du temps. Le bureau de Jennifer Morrison était situé dans un immeuble du centre-ville qui sentait la moquette chère et la climatisation. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage et j'ai trouvé son bureau au bout d'un couloir bordé d'autres cabinets d'avocats. La réception était sobre mais clairement haut de gamme, des fauteuils en cuir, de l'art moderne sur les murs, une réceptionniste qui souriait chaleureusement et m'a offert un café pendant que j'attendais. Jennifer est sortie pour m'accueillir 5 minutes plus tard. Elle avait la cinquantaine, avec des cheveux gris acier coupés en un carré net qui encadrait son visage. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait fait sur mesure et se déplaçait avec le genre de compétence calme qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle m'a serré la main fermement et m'a guidé jusqu'à son bureau, qui avait des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Elle m'a indiqué un fauteuil en cuir en face de son bureau, et je me suis assise, soudainement incertaine de comment commencer cette conversation. Jennifer a semblé sentir mon hésitation. Elle nous a versé de l'eau d'une carafe en verre sur son bureau et s'est adossée à son fauteuil. « Sarah Mitchell parle en très bons termes de vous », a-t-elle dit, sa voix chaleureuse mais professionnelle. « Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» J'avais répété cette conversation dans ma tête pendant le trajet vers le centre-ville. Mais maintenant que le moment était arrivé, mes mots préparés semblaient inadéquats. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la clé USB que j'avais passé la soirée précédente à organiser. Dessus se trouvait tout ce que j'avais collecté au cours des 2 derniers mois, chaque message texte que j'avais capturé,
chaque relevé de carte de crédit que j'avais téléchargé, chaque entrée de calendrier que j'avais documenté, chaque photo, reçu d'hôtel et échange de courriel. J'ai tendu la clé USB à Jennifer. Mon mari a une liaison depuis 11 mois. Il ne sait pas que je sais. Tout est là-dessus. Jennifer a pris la clé USB et l'a branchée sur son ordinateur sans commentaire. Elle a ouvert les fichiers et a commencé à examiner le contenu avec une attention concentrée. Je suis resté assise tranquillement et j'ai observé son visage alors qu'elle parcourait dossier après dossier de preuves. Son expression est restée neutre et professionnelle, mais de temps en temps, elle émettait de petits sons approbateurs ou prenait des notes sur un bloc-notes juridique à côté de son clavier. Après 20 minutes de silence, rompu seulement par le clic de sa souris et le grattement de son stylo, Jennifer a levé les yeux et a rencontré mon regard. C'est une documentation extrêmement approfondie. Il n'a aucune idée que vous savez tout cela. J'ai secoué la tête. J'ai agi de manière complètement normale, jouant la femme naïve qu'il pense que je suis. Jennifer a souri légèrement. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais plutôt un sourire d'appréciation professionnelle, comme un joueur d'échecs reconnaissant un coup particulièrement intelligent. Bien. Cela nous donne un avantage significatif. L'élément de surprise est puissant dans ces situations. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de mes options. Jennifer a expliqué les procédures de divorce dans notre État, comment les biens matrimoniaux sont divisés, comment l'infidélité documentée pourrait influencer les décisions du tribunal en ma faveur. Elle a posé des questions détaillées sur nos finances. Avons-nous des comptes bancaires communs? Qu'en est-il des comptes de retraite, des portefeuilles d'investissement, qui possède la voiture que nous conduisions? Qu'en est-il de notre appartement? J'ai répondu à chaque question aussi minutieusement que possible, consultant les informations bancaires sur mon téléphone lorsqu'elle avait besoin de détails spécifiques. Jennifer prenait des notes constamment, construisant une image complète de ma situation financière et de mon mariage. La conversation s'est tournée vers la stratégie. Jennifer a expliqué que, bien que je puisse demander le divorce immédiatement sur la base des preuves que j'avais recueillies, il y avait des mesures que nous pouvions prendre au préalable pour protéger mes intérêts et garantir que je reçoive un règlement équitable. Elle a parlé de la protection des actifs, du calendrier et de l'importance d'être préparé avant que Kyle ne sache ce qui allait arriver. Votre plus grand bien commun est l'appartement, a dit Jennifer, en examinant les informations financières que j'avais fournies. Vous l'avez acheté il y a 3 ans. Vos 2 noms sont sur l'acte de propriété. Vous partagez les paiements hypothécaires à parts égales. J'ai hoché la tête. L'appartement avait été l'un des moments de plus grande fierté de notre mariage. Nous avions économisé pendant des années pour nous offrir la compte. Nous avions passé des week-ends à peindre les murs et à choisir les meubles. C'était censé être notre première maison, l'endroit où nous vivrions jusqu'à ce que nous puissions nous permettre quelque chose de plus grand quand nous fonderions une famille. Jennifer a tapoté son stylo contre son bloc-notes d'un air pensif. Si Kyle signait des documents de refinancement, croyant qu'il obtenait simplement un meilleur taux d'intérêt, il pourrait en fait retirer son nom du titre de propriété sans s'en rendre compte. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Est-ce légal? Parfaitement légal, a dit Jennifer. Tant qu'il signe volontairement et a la possibilité de lire ce qu'il signe, il n'y a pas de fraude. Je peux préparer des documents qui enfouissent le langage critique au plus profond du jargon financier standard et des clauses légales. La plupart des gens ne lisent pas ces documents attentivement. Ils font confiance à leur conjoint et signent là où on leur dit de signer. J'y ai réfléchi un instant. Une partie de moi ressentait une pointe de culpabilité face à la tromperie, à l'idée de piéger Kyle pour qu'il signe la renonciation à sa part de notre appartement. Mais ensuite, je me suis souvenu de 11 mois de reçu d'hôtel. Je me suis souvenu du bracelet qu'il avait acheté à Zoé qui coûtait plus cher que ma bague de fiançailles. Je me suis souvenu d'avoir lu son message qui me qualifiait de « gentille mais pas exactement observatrice ». La culpabilité a disparu. Si Kyle peut se construire une vie secrète avec Zoé en utilisant notre argent et notre temps, je peux me protéger légalement, ai-je dit. Jennifer a hoché la tête d'un air approbateur. Je commencerai à rédiger les documents cet après-midi. La clé est de faire en sorte que l'offre de refinancement semble légitime et urgente. Vous devrez introduire la conversation naturellement, créer une urgence autour de la signature rapide, et vous assurer qu'il n'a ni le temps ni la motivation de lire attentivement les petits caractères. Nous avons discuté des détails pendant encore 20 minutes, comment je devrais présenter l'opportunité de refinancement, quelles raisons je devrais donner pour expliquer pourquoi nous devions agir rapidement, comment gérer les questions que Kyle pourrait poser.
Jennifer m'a guidé à travers chaque scénario avec la minutie de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Quand j'ai quitté son bureau 1h30 après mon arrivée, j'avais une clé USB pleine de preuves, une stratégie juridique préliminaire, et un rendez-vous de suivi prévu pour la semaine suivante. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking souterrain sous l'immeuble de Jennifer et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas le bonheur exactement, mais un but, une direction, le sentiment que je prenais enfin le contrôle d'une situation qui m'avait contrôlé pendant trop longtemps. 2 semaines plus tard, tout était en place. Jennifer avait préparé les documents de refinancement avec une précision chirurgicale. Le transfert de l'acte de propriété de l'appartement était enfoui à la page 17 d'un document de 23 pages, entouré d'une terminologie financière dense et d'un langage juridique qui ferait baisser les paupières à n'importe qui. Pour un lecteur occasionnel, cela ressemblait à des documents de refinancement standard. Seul quelqu'un lisant attentivement remarquerait la clause qui retirait entièrement le nom de Kyle du titre de propriété. J'ai choisi le brunch du dimanche pour introduire la conversation. Kyle et moi étions assis à notre petite table de cuisine, mangeant les crêpes que j'avais faites. Il vérifiait son téléphone entre 2 bouchées, envoyant probablement des messages à Zoé sur leur plan pour la semaine à venir. J'ai gardé ma voix décontractée quand j'ai parlé. Oh, je voulais te dire, notre banque m'a contacté au sujet des options de refinancement. Apparemment, les taux d'intérêt ont baissé et nous pourrions économiser près de $300 par mois si nous restructurons notre prêt. Kyle a levé les yeux brièvement de son téléphone. Ouais, ça a l'air bien. Je peux m'occuper des formalités si tu veux, ai-je dit. J'ai juste besoin que tu signes quelques formulaires. Il a hoché la tête vaguement. Bien sûr, comme tu penses que c'est le mieux. Tu es meilleur que moi pour ces choses-là de toute façon. Ce rejet désinvolte de quelque chose d'aussi important que le refinancement de notre maison m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'attention que Kyle portait à notre vie réelle ensemble. Il me faisait confiance pour gérer les détails pendant qu'il se concentrait sur Zoé. Le mercredi soir suivant, j'ai ramené à la maison les documents que Jennifer avait préparés. J'avais passé l'après-midi à créer une urgence artificielle, mentionnant à Kyle que le blocage du taux expirait à la fin de la semaine et que nous devions signer rapidement ou perdre l'opportunité. Kyle était assis sur le canapé quand j'ai étalé les papiers sur notre table basse. Il y a jeté un coup d'œil avec la même attention distraite qu'il accordait à la plupart des choses liées à notre ménage. Où dois-je signer ? J'ai pointé les onglets que Jennifer avait stratégiquement placés dans tout le document, marquant chaque ligne de signature avec des drapeaux colorés qui rendaient le processus simple et routinier. Kyle a pris un stylo et a commencé à signer sans lire une seule page. J'ai regardé sa signature apparaître encore et encore, ce gribouillis familier que j'avais vu sur les cartes d'anniversaire, les notes d'anniversaire de mariage et notre licence de mariage. Chaque signature transférait une partie de notre vie commune entièrement à mon nom. En moins de 15 minutes, c'était fait. La pleine propriété de notre appartement m'avait été légalement transférée. Kyle a posé le stylo et est retourné à son téléphone, complètement inconscient de ce qu'il venait de céder. J'ai rassemblé les documents de refinancement signés de la table basse après que Kyle soit retourné à faire défiler son téléphone. Les papiers semblaient plus lourds qu'ils n'auraient dû, alourdis par une signification qu'il ne comprendrait que bien plus tard. Je les ai placés soigneusement dans un dossier et les ai emmenés dans mon bureau à domicile, les ajoutant à la collection croissante de preuves et de documents juridiques qui remplissait maintenant un tiroir entier de mon classeur. Pendant 3 mois, j'avais documenté la liaison de Kyle avec un détachement clinique, collectant des preuves, constituant mon dossier, protégeant mes biens. Tout avait été méthodique et contrôlé, motivé par le besoin de comprendre toute l'étendue de sa trahison avant d'agir. Mais cette approche froide et prudente était sur le point de changer à cause de 14 mots qui sont apparus sur l'écran du téléphone de Kyle un jeudi soir de fin novembre. Kyle avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il allait aux toilettes. J'étais debout à l'évier, lavant la vaisselle du dîner que nous venions de terminer. Son téléphone s'est allumé avec une notification, l'écran brillant vivement contre le comptoir de granit sombre. J'y ai jeté un coup d'œil par réflexe, comme on regarde toute lumière qui apparaît soudainement dans sa vision périphérique. L'aperçu du message venait de Zoé. Ta femme est vraiment naïve, n'est-ce pas ? Ça doit être tellement ennuyeux de rentrer chez quelqu'un qui ne remarque même pas quand tu penses à quelqu'un d'autre. Je suis resté là, les mains encore dans l'eau savonneuse, à fixer ces mots. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Tout le détachement prudent que j'avais maintenu pendant des mois s'est fissuré d'une manière qu'il ne s'était jamais fissuré auparavant. C'était une chose de savoir qu'ils avaient une liaison.
C'était une chose de lire leurs messages planifiant des rendez-vous à l'hôtel et des dîners romantiques. Mais cela était différent. C'était eux se moquant activement de moi, riant de ma stupidité, faisant des blagues sur à quel point je devais être ennuyeuse comparée à leur relation secrète excitante. La documentation froide que j'avais effectuée m'a soudainement semblé insuffisante. Le divorce mettrait fin à mon mariage et protégerait mes biens, mais il ne les obligerait pas à faire face à de réelles conséquences pour ce qu'ils avaient fait. Il ne rendrait pas leur secret confortable inconfortable. Il ne leur donnerait aucune raison de regretter leur choix au-delà de la perte de leurs conjoints respectifs. J'ai séché lentement mes mains sur un torchon de cuisine et j'ai pris le téléphone de Kyle. J'ai pris une photo du message de Zoé avec mon propre téléphone avant de reposer son appareil exactement là où il l'avait laissé. Quand Kyle est revenu des toilettes quelques instants plus tard, j'étais de retour à l'évier, finissant la vaisselle comme si de rien n'était. Cette nuit-là, après que Kyle se soit endormi, je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché les messages en miroir du téléphone de Kyle et j'ai commencé à lire ses conversations avec Zoé dans un but différent. Je ne documentais plus seulement des preuves pour une procédure de divorce. Je cherchais des vulnérabilités, des faiblesses dans leur liaison soigneusement construite que je pourrais exploiter. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin enfoui dans une conversation datant de 2 semaines plus tôt. Kyle et Zoé avaient discuté de leur plan pour Thanksgiving. Zoé s'était plainte de devoir passer les vacances avec la famille de son mari. Kyle avait répondu avec sympathie, disant quelque chose sur la difficulté de maintenir les apparences à la maison. Son mari. Zoé était mariée. Kyle n'avait jamais mentionné ce détail, probablement parce que reconnaître que Zoé avait un mari rendrait leur liaison plus répréhensible, le forcerait à affronter le fait qu'il ne me trahissait pas seulement moi, mais aussi quelqu'un d'autre. J'ai cherché dans d'autres messages jusqu'à ce que je trouve le nom de famille de Zoé, Patterson. Puis j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux. En 10 minutes, j'ai trouvé son profil Facebook et j'ai confirmé ce que je soupçonnais déjà. Zoé Patterson était mariée à Marcus Patterson. Son profil était public, plein de photos qui racontaient l'histoire de leur vie ensemble. Marcus était professeur de lycée. Sa photo de profil le montrait debout devant une salle de classe, souriant à celui qui prenait la photo. Il y avait des photos de vacances sur une plage quelque part sous les tropiques. Des publications d'anniversaire célébrant 5 ans de mariage. Des photos de ce qui ressemblait au mariage d'un ami, où Marcus avait son bras autour de Zoé. Tous deux étaient bien habillés et souriaient à la caméra. J'ai vérifié la date de cette photo de mariage. Il y a 6 mois, à peu près au moment où Kyle et Zoé avaient fait leur escapade d'un week-end dans la chambre d'hôte en dehors de la ville. Pendant que Marcus et Zoé assistaient à un mariage ensemble, jouant le couple heureux pour leurs amis, elle planifiait son prochain rendez-vous à l'hôtel avec mon mari. Je suis resté à regarder le profil de Marcus pendant un long moment. Il avait l'air gentil, le genre de personne qui postait des encouragements à ses élèves et partageait des articles sur la réforme de l'éducation. Dans une publication datant de quelques semaines plus tôt, il avait écrit à quel point il était reconnaissant du soutien de sa femme pendant un semestre difficile au travail. La publication avait des dizaines de mentions, j'aime, et de commentaires. Zoé avait même répondu avec un emoji cœur. J'ai ressenti une parenté inattendue avec cet étranger. Marcus vivait le même mensonge que moi. Faisant confiance à quelqu'un qui ne méritait pas cette confiance, croyant en un mariage construit sur la tromperie. Il méritait de connaître la vérité, tout comme j'avais mérité de la connaître. Plus que cela, Marcus représentait une opportunité. Si je lui parlais de la liaison et lui fournissais des preuves, il confronterait presque certainement Zoé. Cette confrontation créerait le chaos dans la bulle prudente que Kyle et Zoé avaient construite. Elle rendrait leur secret soudainement très public au sein de leur cercle social et potentiellement de leur lieu de travail. Elle les forcerait à faire face à des conséquences au-delà de simples papiers de divorce. J'ai passé tout le week-end à compiler un dossier de preuves spécialement conçu pour Marcus. J'ai inclus des reçus d'hôtel qui montraient que Kyle et Zoé s'étaient enregistrés dans la même chambre aux mêmes dates. J'ai inclus des messages textes où ils discutaient de leur rencontre avec des détails explicites, supprimant toute possibilité de prétendre que la relation était simplement émotionnelle plutôt que physique. J'ai inclus des relevés de cartes de crédit montrant les cadeaux que Kyle avait achetés pour Zoé, les dîners chers qu'ils avaient partagés, le vin qu'ils avaient commandé dans les bars d'hôtel. J'ai inclus des photos qu'ils s'étaient échangées. Pas les plus intimes, que je ne pouvais pas me résoudre à regarder plus de quelques secondes, mais assez pour rendre la nature physique de leur relation absolument claire.
J'ai inclus des entrées de calendrier montrant leurs rendez-vous réguliers du jeudi soir et les voyages de week-end qu'ils avaient fait ensemble tout en mentant à leurs conjoints respectifs. J'ai tout organisé chronologiquement, créant un récit qui montrait la progression de la liaison, des échanges amicaux entre collègues à une relation à part entière menée dans des chambres d'hôtel et des restaurants chers. Je voulais que Marcus voie exactement ce que j'avais vu. Je voulais qu'il comprenne l'ampleur et la durée de la trahison. Pas seulement savoir que sa femme l'avait trompé, mais comprendre avec quelle délibération et constance elle lui avait menti. Le dimanche soir, j'ai composé un bref message pour accompagner l'épreuve. Je l'ai gardé simple et direct. Votre femme, Zoé, a une liaison avec mon mari, Kyle Brennan, depuis 11 mois. Je pensais que vous méritiez de connaître la vérité. Toutes les preuves sont jointes. Je suis désolé que vous ayez à l'apprendre de cette façon. J'ai envoyé le courriel depuis un compte anonyme que Sarah m'avait aidé à créer des mois plus tôt, un compte qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à moi. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attendu. La réponse est venue plus vite que je ne l'avais prévu. En moins de 2 heures, le téléphone de Kyle a commencé à vibrer constamment avec des messages et des appels entrants de Zoé. J'ai regardé, grâce à mon accès en miroir, la panique se déroulait en temps réel. Marcus sait tout, lisait-on dans le premier message de Zoé. Il a des preuves. Des captures d'écran, des reçus, tout. Comment a-t-il découvert? Kyle a répondu immédiatement. Quoi? Comment est-ce possible? Quel genre de preuves? Des reçus d'hôtel avec nos 2 noms, nos messages, des photos, tout. Quelqu'un lui a envoyé anonymement. Il perd la tête. Il appelle mon patron. Kyle, qu'est-ce qu'on fait? Je suis resté assise dans mon bureau à lire ces messages pendant que Kyle était dans le salon à regarder un match de basket, complètement inconscient que sa double vie soigneusement construite s'effondrait autour de lui. La satisfaction que j'ai ressentie était froide et aiguë. Rien à voir avec la chaude justification que j'aurais pu attendre. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens passionné du terme. Il s'agissait de conséquences. Il s'agissait de s'assurer que Kyle et Zoé ne pourraient pas simplement s'éloigner de leur choix sans faire face à de réelles répercussions. Au cours des jours suivants, j'ai vu la situation s'envenimer à travers la fenêtre des messages en miroir de Kyle. Marcus a fait exactement ce que j'avais espéré. Il a transmis toutes les preuves au service des ressources humaines de l'agence de marketing où travaillaient Kyle et Zoé. L'entreprise avait des politiques éthiques strictes concernant les relations sur le lieu de travail, en particulier les liaisons entre collègues qui créaient des conflits d'intérêts ou des environnements de travail hostiles. Plus important encore, ils avaient des politiques sur l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Selon les messages de plus en plus frénétiques que j'ai interceptés entre Kyle et Zoé, l'enquête des ressources humaines s'est fortement concentrée sur les frais personnels qu'ils avaient effectués sur les cartes de crédit de l'entreprise et le temps de travail qu'ils avaient utilisé pour mener leur liaison. Zoé a été mise en congé administratif en moins d'1 semaine. Kyle a reçu une lettre officielle lui demandant de rencontrer les ressources humaines et de fournir une explication pour certains rapports de dépenses et des anomalies de calendrier. À la maison, il prétendait être aux prises avec des délais de projets compliqués et des clients difficiles. Son stress était visible d'une manière qu'il ne pouvait pas cacher. Il a arrêté de bien dormir. Il vérifiait son téléphone encore plus obsessionnellement qu'avant. Il s'emportait contre moi pour des petites choses, puis s'excusait immédiatement. J'ai joué mon rôle à la perfection, offrant sympathie et soutien. Le travail a été vraiment stressant pour toi ces derniers temps, ai-je dit un soir où il semblait particulièrement tendu. Est-ce que tout va bien? Juste quelques problèmes de personnel au bureau, a-t-il dit, ce qui était techniquement vrai, même si le problème de personnel était sa propre inconduite. Rien dont tu doives t'inquiéter. J'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet, tout en sachant que sa vie professionnelle s'effondrait à cause des preuves que j'avais compilées et envoyées à Marcus. Leur secret confortable devenait un cauchemar professionnel, et Kyle n'avait toujours aucune idée que j'avais tout orchestré. Le chaos que j'avais déclenché dans la vie professionnelle de Kyle et Zoé a continué de se dérouler tout au long du mois de décembre. Je l'ai observé à travers la fenêtre des messages en miroir de Kyle. Une spectatrice de la destruction que j'avais soigneusement orchestrée. L'enquête des ressources humaines s'est étendue au-delà de leurs préoccupations initiales concernant l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Des collègues étaient interrogés. Les serveurs de messagerie étaient fouillés à la recherche de communications inappropriées. La liaison confortable qui avait existé dans des moments volés et des chambres d'hôtel secrètes était maintenant examinée sous les dures lumières fluorescentes de l'application de la politique d'entreprise. À la mi-décembre,
Je savais qu'il était temps de passer à la phase finale. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin. L'appartement était légalement à moi. La liaison de Kyle était devenue une responsabilité professionnelle qui coûterait probablement leur emploi à lui et à Zoé. Tout était en place, sauf la confrontation elle-même. Le moment où Kyle découvrirait que la femme naïve dont il s'était moqué pendant 11 mois avait en fait 10 longueurs d'avance sur lui tout ce temps. J'ai fixé une dernière réunion avec Jennifer Morrison pour un vendredi après-midi. Quand je suis arrivé à son bureau, elle avait des papiers étalés sur son bureau en piles organisées. Les documents de divorce avec ma signature déjà apposée. La documentation des actifs montrant l'acte de propriété de l'appartement à mon seul nom. Les informations des comptes bancaires prouvant que nos comptes communs étaient prêts à être gelés sur mes instructions. Une demande d'ordonnance restrictive qui empêcherait Kyle de me contacter sauf par l'intermédiaire d'un conseiller juridique. Jennifer m'a indiqué la chaise en face de son bureau et je me suis assise. Elle avait un calendrier ouvert sur l'écran de son ordinateur, une vue hebdomadaire montrant les jours à venir marqués de divers rendez-vous et délais. Nous devons choisir un jour pour la confrontation, a-t-elle dit, sa voix calme et professionnelle comme toujours. Le moment est plus important que vous ne le pensez. La psychologie joue un rôle important dans la façon dont les gens traitent le choc. Je me suis penché légèrement en avant, curieuse de son raisonnement. Jennifer avait traité des centaines de cas de divorce. Elle comprenait le comportement humain en crise mieux que la plupart des thérapeutes. Mardi matin, a-t-elle poursuivi, en cliquant sur le calendrier pour surligner une date dans 2 semaines. Les gens se remettent encore du lundi. Encore fatigués, manquant encore de l'optimisme qui se construit au fur et à mesure que la semaine avance vers le week-end. Le mardi est le moment où les gens sont les plus vulnérables à être submergés émotionnellement. C'est quand leurs défenses sont au plus bas. J'ai regardé la date qu'elle avait choisie, le 7 janvier. Un mois froid et gris où les vacances étaient terminées et où seul l'hiver s'étendait à l'horizon. Cela semblait approprié d'une certaine manière. Les comptes seront gelés à 6 heures ce matin-là, a dit Jennifer, en prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Je coordonnerai avec votre banque pour m'assurer que tout se passe simultanément. Au moment où Kyle se réveillera, son accès à vos finances communes sera complètement coupé. Elle m'a expliqué la logistique avec la minutie que j'attendais d'elle. Les papiers de divorce étaient déjà déposés au tribunal, datés pour ce mardi matin. Elle avait préparé toute la documentation montrant que l'appartement était maintenant uniquement à mon nom, avec les tampons et signatures officielles. L'ordonnance restrictive était prête à être activée dès que je le jugerais nécessaire. Je veux que vous m'appeliez immédiatement si Kyle devient agressif ou menaçant de quelque manière que ce soit, a dit Jennifer, ses yeux gris sérieux. Je n'anticipe pas de violence sur la base de ce que vous m'avez dit de lui, mais les gens peuvent être imprévisibles lorsqu'ils sont acculés. J'ai hoché la tête. Kyle n'a jamais été violent. Malhonnête, oui. Égoïste, absolument. Mais pas violent. Il sera choqué et probablement dévasté, mais il ne me fera pas de mal physiquement. Jennifer a étudié mon visage un instant, évaluant peut-être si j'étais naïve à propos de l'homme avec qui j'étais mariée depuis 7 ans. Puis elle a hoché la tête et a pris une autre note sur son bloc-notes juridique. Tout est prêt, a-t-elle dit. Il ne vous reste plus qu'à exécuter le plan que nous avons construit ensemble. Êtes-vous préparé à ce que le mardi matin apportera? J'ai réfléchi à cette question. Étais-je préparé? J'avais passé 11 mois à documenter des preuves. J'avais joué le rôle de la femme naïve si convaincante que Kyle n'avait aucune idée que je savais quoi que ce soit de sa liaison. J'avais protégé mes biens, constitué mon dossier et déclenché l'effondrement de sa relation avec Zoé. Mais le confronter directement, regarder son visage alors qu'il réalisait l'ampleur de ce que j'avais fait, c'était différent de toute la préparation minutieuse qui avait précédé. Je suis prête, ai-je dit, et je le pensais. Ce lundi soir-là, Kyle m'a envoyé un message vers 19 h pour dire qu'il travaillait tard sur un projet urgent. Je savais, grâce à ces messages en miroir, qu'il rencontrait en fait Zoé dans un café de l'autre côté de la ville, essayant d'élaborer une stratégie concernant l'enquête des ressources humaines qui menaçaient leurs 2 emplois. Ils paniquaient, essayant d'aligner leurs histoires, tentant désespérément de minimiser les dommages à leur carrière. J'ai profité de son absence pour emballer ses affaires. J'ai commencé dans le placard de notre chambre, retirant ses vêtements des cintres un par un. Ses chemises de travail que j'avais repassées tant de dimanches soirs, ses jeans et ses vêtements décontractés, le costume qu'il portait pour les réunions importantes. J'ai plié chaque article avec soin et les ai placés dans les valises que j'avais descendues de notre placard de rangement.
J'ai rassemblé ses articles de toilette de la salle de bain, son rasoir électrique, son déodorant, son eau de Cologne que je n'avais pas choisi. J'ai emballé ses livres des étagères de notre salon, les romans qu'il avait l'intention de lire et les livres de référence de ses années d'université. J'ai retiré son ordinateur portable du bureau à domicile et je l'ai placé dans son sac d'ordinateur avec le chargeur et la souris qu'il préférait. En travaillant, je me suis surprise à penser aux 7 années que nous avions passées ensemble. Il y avait eu de bons moments avant que Zoé n'entre en scène. Des vacances dans des endroits que nous avions toujours voulu visiter. Des dimanches matins paresseux à lire le journal au lit. Des blagues privées et des rêves partagés sur l'avenir. Ces souvenirs semblaient lointains maintenant, comme s'ils appartenaient à des personnes différentes dans une vie différente. À minuit, j'avais 3 grandes valises emballées et empilées proprement près de notre porte d'entrée. L'appartement semblait étrange sans les affaires de Kyle éparpillées. Sa veste n'était plus drapée sur le dossier de la chaise de la cuisine. Ses chaussures n'étaient plus près de la porte. Le comptoir de la salle de bain avait de l'espace là où ses articles de toilette se trouvaient auparavant. Il semblait déjà plus à moi qu'à nous. Kyle est rentré vers minuit 30, épuisé et stressé. Il m'a à peine jeté un coup d'œil en se dirigeant directement vers la chambre. J'ai entendu la douche couler, je l'ai entendu se mettre au lit. En quelques minutes, sa respiration s'était régularisée en sommeil. Il n'avait aucune idée que demain matin serait la dernière fois qu'il se réveillerait dans cet appartement en tant que personne y vivant. Je suis resté éveillé pendant une autre heure, assise dans le salon sombre, pensant à tout ce qui avait mené à ce moment. Puis je suis allé me coucher et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Mon réveil a sonné à 5 heures le mardi matin. Je me suis levé tranquillement, laissant Kyle encore endormi, et j'ai fait du café dans la cuisine. À 5h30, on a frappé doucement à la porte de notre appartement. Je l'ai ouverte pour trouver le serrurier que Sarah m'avait recommandé. Un homme d'âge mûr avec une boîte à outils et une manière discrète qui suggérait qu'il avait fait ce genre de travail de nombreuses fois auparavant. Il a changé les 2 serrures de notre porte en 20 minutes, travaillant silencieusement et efficacement. Quand il a terminé, il m'a remis 2 jeux de nouvelles clés et est parti sans poser de questions. Je suis resté seul dans le couloir un instant, tenant ces clés, sentant le poids de ce qu'elles représentaient. Kyle n'avait plus accès à cet appartement. Il n'avait plus de maison ici. Je suis descendu dans le hall et j'ai retiré le nom de Kyle de notre boîte aux lettres, ne laissant que le mien sur la petite étiquette rectangulaire. Puis je suis remonté et j'ai commencé la préparation finale. J'avais tout imprimé la veille au soir pendant que Kyle était sorti pour rencontrer Zoé. Des messages textes disposés par ordre chronologique, montrant la progression de leur liaison, de collègues amicaux à amants explicites. Des reçus d'hôtel avec leurs 2 noms, enregistrés dans les mêmes chambres aux mêmes dates. Des relevés de cartes de crédit montrant les cadeaux que Kyle a achetés pour Zoé, les dîners chers qu'ils ont partagés, le vin qu'ils ont commandé dans les bars d'hôtel. Des entrées de calendrier soulignant leurs rendez-vous réguliers du jeudi soir et leurs escapades de week-end. Des photos qu'ils s'étaient échangées, preuve de la relation physique qu'ils avaient entretenue pendant 11 mois tout en mentant à leurs conjoints respectifs. J'ai étalé tout cela sur notre table de salle à manger, disposant les papiers pour qu'ils racontent une histoire complète. Quiconque regarderait cette exposition comprendrait immédiatement ce qui s'était passé. Il n'y aurait pas de place pour le déni, les excuses ou les affirmations de malentendus. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Au centre de la table, j'ai placé une grande enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce avec ma signature déjà en place, attendant la sienne. L'acte de propriété de l'appartement montrant seulement mon nom comme propriétaire. Une copie des documents de refinancement qu'il avait signés sans les lire, ceux qui m'avaient transféré sa part de propriété. Une ordonnance restrictive qui l'empêcherait de me contacter sauf par représentation légale. Sur le dessus de l'enveloppe, j'ai placé une seule feuille de papier avec une note que j'avais écrite la veille au soir. Les mots étaient simples et directs. Tu avais raison sur une chose, j'étais naïve pendant un certain temps. Mais j'observe depuis 11 mois. Chaque mensonge, chaque hôtel, chaque message texte me qualifiant de trop stupide pour le remarquer. La femme naïve que tu pensais avoir épousée est morte le jour où Zoé a envoyé ce premier message. Tu as maintenant affaire à quelqu'un qui a tout documenté. Tu as 30 minutes pour prendre tes valises et partir. J'ai fait du café frais et je me suis assise sur le canapé du salon, d'où j'avais une vue claire sur la porte d'entrée et la table de la salle à manger. À 6h30, le téléphone de Kyle a vibré avec un message texte. Je l'ai vu bouger dans la chambre, prendre son téléphone, lire le message qui venait d'arriver. Probablement Zoé,
peut-être quelque chose à propos de l'enquête des ressources humaines. Il a tapé une réponse et a dit qu'il serait bientôt à la maison. Je savais, grâce à ses messages en miroir, qu'il avait de nouveau passé la nuit à l'hôtel, incapable de dormir, échangeant des textos désespérés avec Zoé pour savoir si leurs emplois pouvaient être sauvés. Il lui avait dit qu'il devait rentrer à la maison, prendre une douche et se changer avant d'aller au bureau. À 7 heures, j'ai entendu sa clé gratter contre la nouvelle serrure qui ne la reconnaissait plus. Il a essayé plusieurs fois. Puis il a frappé à la porte, m'appelant par mon nom avec de la confusion dans la voix. J'ai compté jusqu'à 10, respirant lentement, me préparant pour ce qui allait suivre. Puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte, ma main stable alors que je tendais le bras vers la poignée. C'était le moment que j'avais planifié depuis 11 mois. Le moment où Kyle comprendrait enfin à quel point il avait sous-estimé la femme qu'il appelait naïve. J'ai ouvert la porte. Kyle se tenait dans le couloir devant la porte de notre appartement, sa clé toujours à la main, la confusion lisible sur son visage épuisé. Il ressemblait exactement à quelqu'un qui avait passé la nuit dans un hôtel bon marché à s'inquiéter de sa vie professionnelle en ruine, ce qui était précisément ce qu'il avait fait selon les messages que j'avais lus sur mon ordinateur portable pendant son absence. « Danny, pourquoi ma clé ne fonctionne pas ?» a-t-il demandé, essayant la serrure une fois de plus comme si la répétition pouvait d'une manière ou d'une autre lui faire reconnaître le métal qui ne correspondait plus au mécanisme intérieur. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis écarté et je lui ai fait signe d'entrer. Mon visage était soigneusement arrangé en une expression de calme parfait. Kyle est passé devant moi pour entrer dans l'appartement, et j'ai regardé ses yeux prendre la scène que j'avais préparée. D'abord, il a remarqué les 3 valises empilées proprement près de la porte, ces valises remplies de toutes ses affaires. La confusion a vacillé sur ses traits, ses sourcils se fronçant alors qu'il essayait de donner un sens à ce qu'il voyait. Puis son regard s'est déplacé vers la table de la salle à manger, et j'ai observé le moment exact où la compréhension a commencé à poindre. La couleur a quitté son visage si rapidement que c'en était presque comique, le laissant pâle et paraissant soudain beaucoup plus âgé que ses 34 ans. Il a fait un pas vers la table, puis s'est arrêté comme si ses jambes avaient soudainement oublié comment le porter. Ses mains ont commencé à trembler. Il s'est retourné pour me regarder, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son, comme quelqu'un qui aurait oublié comment fonctionnait le langage. Je suis resté debout près de la porte, silencieuse, le laissant absorber ce qu'il voyait, laissant les preuves parler d'elles-mêmes avant que je ne dise quoi que ce soit qui pourrait lui donner l'occasion de construire une défense ou une explication. Kyle a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie rauque et incertaine. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi et je suis passé devant lui pour me tenir près de la table de la salle à manger. « Pourquoi ne regardes-tu pas de plus près ?» Il s'est avancé lentement, presque à contre-cœur, comme s'il s'approchait de quelque chose de dangereux qui pourrait l'atteindre et le blesser s'il s'approchait trop. Quand il a atteint la table, il est resté à regarder les papiers étalés sur sa surface. J'ai regardé ses yeux parcourir les messages textes imprimés. Les reçus d'hôtel avec son nom et celui de Zoé clairement visibles. Les relevés de cartes de crédit soulignant les frais dans les restaurants et les bijouteries. Ses mains planaient au-dessus des papiers, mais ne les ont pas touchés au début, comme si le contact physique pouvait les rendre plus réels qu'ils ne l'étaient déjà. Puis il a pris l'un des reçus d'hôtel, celui de l'endroit chic du centre-ville où il avait séjourné avec Zoé en me disant qu'il était à une conférence à Chicago. Il l'a fixé un long moment, ses mains tremblant si fort que le papier bruissait de manière audible dans l'appartement silencieux. « Daniel » a-t-il dit, et mon nom est sorti fissuré et brisé. Je peux expliquer. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Je suis restée silencieuse, attendant. Kyle a posé le reçu et a pris un autre document. Celui-ci, une capture d'écran imprimée d'une conversation par message texte. Je savais laquelle c'était sans regarder, la conversation où Zoé demandait si je soupçonnais quelque chose et Kyle répondait que j'étais, gentille mais pas exactement observatrice. Que je n'avais, aucune idée. C'est sorti de son contexte, a dit Kyle, sa voix gagnant une pointe de désespoir. Zoé et moi sommes juste amis. Nous travaillons ensemble. Nous parlons de trucs de boulot. Ça a l'air pire que ce que c'est en réalité. J'ai tendu la main sur la table et j'ai sorti l'une des photographies de la pile. Celle où Kyle et Zoé étaient clairement dans une chambre d'hôtel ensemble, clairement engagés dans des activités qui allaient bien au-delà de l'amitié ou de la collaboration professionnelle. Je l'ai tenu en l'air sans dire un mot. Le visage de Kyle est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Sa bouche a travaillé silencieusement un moment avant qu'il ne passe à une autre stratégie.
La colère a remplacé le désespoir dans son expression. Tu as fouillé mon téléphone. Tu m'as espionné. C'est une violation complète de ma vie privée, Daniel. Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'est un comportement de contrôle. C'est manipulateur. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant se cristalliser dans ma poitrine. Après 11 mois de mensonges, après avoir dépensé notre argent pour des hôtels et des cadeaux pour une autre femme, après avoir construit une vie secrète entière en me qualifiant de trop stupide pour le remarquer, il avait l'audace de prétendre que c'était moi qui avais violé la confiance. Tu as violé notre mariage, ai-je dit, ma voix calme et mesurée. Tu as violé nos vœux. Tu as violé ma confiance pendant 11 mois en me qualifiant de naïve auprès de ta maîtresse. J'ai documenté ce que tu as choisi de faire. Ce n'est pas une violation. C'est de la protection. La colère a quitté Kyle aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant derrière elle quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a posé la photographie avec des mains tremblantes et est passé à l'étape suivante de sa progression émotionnelle, la négociation. D'accord, a-t-il dit, ses mots sortant vite maintenant, se bousculant dans sa hâte de les faire sortir. D'accord, j'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait. Mais nous pouvons arranger ça, Danny. Je vais mettre fin aux choses avec Zoé immédiatement. Tout de suite, je vais bloquer son numéro. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Je ferai tout ce qu'il faut. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Une dernière chance de réparer ça. J'ai pris l'enveloppe Kraft du centre de la table et je la lui ai tendue. Kyle l'a prise avec des mains qui tremblaient si fort qu'il a failli la laisser tomber. Il a ouvert le fermoir et en a sorti le contenu. Les papiers de divorce avec ma signature déjà en place. L'acte de propriété de l'appartement montrant seulement mon nom comme propriétaire légal. Les documents de refinancement qu'il avait signés 3 semaines plus tôt sans lire une seule page. Une copie de l'ordonnance restrictive prête à être activée si nécessaire. Il a lu chaque document, son visage passant par la confusion, le choc, et finalement une horreur naissante alors qu'il comprenait ce qu'il tenait. Quand il a atteint la note que j'avais écrite, celle expliquant que j'avais observé pendant 11 mois, et que la femme naïve qu'il pensait avoir épousée n'avait en fait jamais existé, ses mains ont tremblé si fort que les papiers ont cliqueté. Tu as observé pendant 11 mois, a-t-il murmuré, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la trahison, peut-être, ce qui aurait été sombrement drôle étant donné les circonstances. Tu savais tout ce temps et tu m'as juste laissé continuer à le faire. Je ne t'ai rien laissé faire, ai-je dit. Tu as fait tes choix chaque jour pendant 11 mois. J'ai simplement veillé à avoir une documentation complète de chaque choix que tu as fait. L'appartement est légalement à moi maintenant, grâce à des documents que tu as signés sans les lire. Nos comptes communs ont été gelés à 6 heures ce matin. Ton accès à nos finances communes a disparu. Tout ce que tu pensais être sécurisé a été systématiquement retiré pendant que tu étais occupé à entretenir ta liaison avec Zoé. Kyle m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. D'une certaine manière, c'était le cas. La femme qu'il pensait connaître, la femme confiante qui croyait ses explications et ne remettait jamais en question ses nuits tardives, cette femme avait cessé d'exister au moment où j'ai trouvé le premier message de Zoé. La personne qui se tenait devant lui maintenant avait passé 11 mois à jouer un rôle si convaincant qu'il n'avait jamais soupçonné la performance. Ses jambes ont semblé lâcher. Kyle s'est effondré à genoux sur notre parquet, serrant toujours la note que j'avais écrite. Des larmes ont commencé à couler sur son visage et il s'est mis à pleurer d'une manière que je n'avais jamais vue au cours de nos 7 années ensemble. Des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. S'il te plaît, Daniel. S'il te plaît, je t'aime. Zoé ne signifiait rien. Elle n'était qu'une distraction, une erreur stupide. Tu es ma femme. C'est avec toi que je veux être. Nous pouvons surmonter ça. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de prouver que je peux être meilleur. Je l'ai regardé, à genoux sur le sol de ce qui était autrefois notre maison commune, et je n'ai ressenti qu'une certitude nette et finale. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de justification. Juste la simple connaissance que ce mariage était terminé et l'avait été depuis le moment où il avait fait son premier choix de me trahir. Non, ai-je dit. Le mot est sorti calme mais absolu. Kyle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant toujours sur son visage. Comment ça, non? Nous pouvons arranger ça. Je sais que nous le pouvons. Non, nous ne le pouvons pas, ai-je dit. Le mariage est terminé, Kyle.
Les papiers de divorce sont déposés. Cet appartement est à moi. Tu as 25 minutes pour prendre tes valises et partir. Après cela, j'appellerai la police et je porterai plainte pour violation de domicile contre toi. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il dit, sa voix se brisant. 7 ans ensemble et tu vas tout jeter comme ça. Tu ne vas même pas essayer. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte, me tenant à côté dans un geste clair d'attente. C'est toi qui as tout jeté quand tu as commencé à coucher avec Zoé. C'est toi qui as tout jeté chaque jeudi soir où tu as menti sur le fait de travailler tard. C'est toi qui as tout jeté chaque fois que tu m'as qualifié de naïve auprès de ta maîtresse. La femme que tu pensais avoir épousée n'a jamais existé. C'était une performance que j'ai donnée pendant que je documentais tout ce que tu faisais et que je préparais ce moment. Maintenant, il te reste 23 minutes pour partir. Kyle est resté à genoux pendant un autre long moment, espérant peut-être que je changerais d'avis, que je m'adoucirais, ou que je montrerais un signe de la femme qu'il pensait que j'étais. Quand je suis resté debout près de la porte ouverte, mon expression a changé, il s'est finalement levé. Il bougeait comme quelqu'un dans un rêve, mécanique et incertain. Il a pris la première valise, puis la deuxième, puis la troisième, les empilant maladroitement dans ses bras. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté dans l'embrasure pour me regarder une dernière fois. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Je suis tellement désolé pour tout. » Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Kyle est sorti dans le couloir et j'ai fermé la porte derrière lui, tournant la nouvelle serrure que sa clé n'ouvrirait plus jamais. Je suis resté à la fenêtre à regarder Kyle charger ses valises dans sa voiture. Il était 7h43 du matin. Le parking en bas était silencieux, à l'exception du bruit de la portière de sa voiture qui s'ouvrait et se fermait alors qu'il faisait des allers-retours entre l'entrée de l'immeuble et son véhicule. Après que la troisième valise fut chargée, il s'est assis sur le siège du conducteur sans démarrer le moteur. Même de 2 étages plus haut, je pouvais voir ses épaules trembler. Il avait la tête dans les mains, et il est resté ainsi pendant plusieurs minutes. Cela a semblé beaucoup plus long. Finalement, il a démarré la voiture et a quitté la place de parking. Je l'ai regardé se diriger vers la sortie, j'ai regardé sa voiture tourner à droite sur la route principale, j'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, et il ne restait plus rien à voir que la place de parking vide qu'il avait occupée chaque jour au cours des 3 dernières années. Le soulagement que j'ai ressenti était profond, mais silencieux. Pas triomphant ou festif. Pas la montée de victoire que j'aurais pu attendre après 11 mois de planification minutieuse. Au lieu de cela, c'était simplement la paix de déposer enfin quelque chose d'insupportablement lourd que je portais depuis trop longtemps. Comme le moment après avoir fini de déplacer des meubles, quand on se souvient soudain de ce que c'est que d'avoir les bras vides et les épaules détendues. L'appartement était complètement silencieux. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, remarquant des détails qui étaient devenus invisibles pendant les années où Kyle et moi vivions ici ensemble. La façon dont la lumière du matin entrait par la fenêtre de la chambre à cet angle particulier. La petite éraflure sur le sol de la cuisine que nous avions toujours eu l'intention de réparer mais que nous n'avions jamais réussi à faire. La vue depuis le salon qui donnait sur la cour où les enfants jouaient l'après-midi. Tout semblait différent sans la présence de Kyle. L'espace semblait plus grand, comme si le fait de le retirer avait ajouté des mètres carrés qui n'existaient pas auparavant. L'air semblait plus pur. L'appartement me semblait plus à moi qu'il ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. Mon téléphone a sonné alors que j'étais debout au milieu du salon. Le nom de Sarah est apparu sur l'écran. J'ai répondu et j'ai entendu sa voix, urgente d'inquiétude. « Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il est parti ? As-tu besoin que je vienne ? » « Je vais bien, » ai-je dit, et j'ai réalisé en le disant que c'était vrai. Vraiment bien. Peut-être pour la première fois en près d'1 an. Sarah est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Veux-tu de la compagnie ? Je peux apporter du café. Nous pouvons parler ou simplement rester assis ensemble. Tout ce dont tu as besoin. » J'ai apprécié l'offre plus que je ne pouvais l'exprimer adéquatement. Sarah avait été celle qui m'avait appris à accéder aux données du téléphone de Kyle, celle qui m'avait mis en contact avec Jennifer Morrison, celle qui avait pris de mes nouvelles constamment au cours des 11 derniers mois pendant que je maintenais ma performance de femme naïve. Mais pour l'instant, j'avais besoin de temps seul avant de commencer à tout traiter avec d'autres personnes. Puis-je avoir quelques heures, ai-je demandé. J'ai besoin de m'asseoir avec ça un moment avant de commencer à en parler. Bien sûr, a dit Sarah immédiatement. Appelle-moi quand tu seras prête. N'importe quand,
jour ou nuit, je serai là. Après avoir raccroché, j'ai passé la matinée à retirer systématiquement les dernières traces de Kyle de l'appartement. Les 3 valises que j'avais emballées contenaient la plupart de ces articles essentiels, mais il y avait encore des biens communs éparpillés dans notre espace qui devaient être triés et divisés. J'ai commencé par les photos. Des photos encadrées de notre mariage étaient accrochées dans le couloir et posées sur des étagères dans le salon. Je les ai décrochées une par une, emballant chaque cadre soigneusement dans du papier journal avant de les placer dans des boîtes. Il y avait des photos de vacances de voyage que nous avions fait pendant de meilleures années. Des photos de dîners d'anniversaire de mariage dans des restaurants où nous avions célébré avant que Zoé n'entre dans nos vies. Des clichés décontractés de dimanche matin, de réunions de famille et de moments ordinaires qui avaient autrefois semblé spéciaux. J'ai envisagé d'en jeter certaines. Les photos de mariage en particulier semblaient être la documentation d'une promesse qui avait été rompue presque depuis le début, étant donné que la liaison de Kyle avait commencé moins de 2 ans après que nous ayons échangé nos vœux. Mais finalement, je les ai toutes emballées soigneusement et j'ai étiqueté les boîtes avec son nom. Elles étaient la preuve d'une autre époque. Et même si cette époque était révolue et ne pourrait jamais être récupérée, elle avait été réelle un jour. Les livres étaient plus faciles à trier. Kyle avait des préférences claires en fiction qui différaient des miennes. J'ai emballé ses romans policiers et ses livres de commerce dans des boîtes à côté des documents de référence de ses années d'université qu'il avait insisté pour garder bien qu'il ne les regarde jamais. Les gadgets de cuisine qu'il avait achetés sont allés dans une autre boîte. Les objets décoratifs qui reflétaient son goût plus que le mien ont été retirés des étagères et mis en stockage. À midi, l'appartement semblait complètement transformé. Les murs avaient des espaces vides là où les cadres étaient accrochés, des rectangles pâles montrant où la peinture avait été protégée de la décoloration. Les bibliothèques avaient des vides là où sa collection se trouvait. La cuisine avait plus d'espace de rangement que je ne me souvenais en avoir. Mais au lieu de se sentir vide ou diminué, l'espace semblait prêt. Prêt pour ce qui allait suivre, prêt à être rempli de nouveaux souvenirs et de nouvelles possessions qui seraient uniquement les miennes. Jennifer Morrison a appelé dans l'après-midi alors que je prenais une pause de l'emballage, assise sur le canapé avec un sandwich que j'avais fait, mais pour lequel je n'avais pas particulièrement faim. Sa voix au téléphone était vive et professionnelle comme toujours. L'avocat de Kyle a reçu la demande de divorce ce matin, a-t-elle dit. Tout se déroule comme prévu. Il y a un problème dont je dois vous informer. Kyle tente de contester le transfert de l'acte de propriété de l'appartement. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Sur quel motif? Il prétend que vous l'avez piégé pour qu'il signe les documents de refinancement sans comprendre ce à quoi il consentait. Son avocat plaide la fraude et la coercition. Est-ce que ça va marcher? Ai-je demandé, ma main serrant le téléphone plus fort que nécessaire. Non, a dit Jennifer avec une certitude absolue. Sa signature est claire sur chaque page d'un document juridique qu'il a eu toute l'opportunité de lire avant de signer. Il n'y a aucune preuve de coercition. Vous ne l'avez pas menacé ni forcé de quelque manière que ce soit. Il a signé volontairement parce qu'il vous faisait confiance et n'a pas pris la peine de lire les documents attentivement. Ce n'est pas de la fraude. C'est de la négligence de sa part. Le transfert de l'acte de propriété sera maintenu. Un soulagement m'a envahi. Que se passe-t-il ensuite? Le divorce se poursuit comme prévu. Étant donné les preuves documentées de son infidélité et le fait qu'il a volontairement quitté le domicile conjugal, je m'attends à ce que tout soit finalisé dans les 3 à 4 mois. Vous conserverez l'appartement, vos comptes séparés et vos biens personnels. Il n'aura aucune réclamation sur quoi que ce soit. Jennifer a fait une pause, et j'ai entendu des papiers se froisser en arrière-plan. Quand elle a repris la parole, sa voix portait une note de quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Il y a des informations supplémentaires que vous pourriez trouver pertinentes. Zoé Patterson a été licenciée de son poste à l'agence de marketing hier après-midi. L'enquête des ressources humaines a révélé de multiples violations de la politique, une utilisation abusive des ressources de l'entreprise, une conduite inappropriée sur le lieu de travail, des rapports de dépenses frauduleux où elle a déclaré des frais personnels comme des dépenses professionnelles. L'entreprise avait des motifs pour un licenciement pour faute. J'ai absorbé cette information tranquillement. Une partie de moi se demandait si je devais ressentir de la satisfaction ou de la justification en sachant que Zoé avait perdu son emploi, mais surtout, je ressentais simplement une reconnaissance distante que les actions engendrent des conséquences. Le poste de Kyle dans l'entreprise est devenu intenable après le licenciement de Zoé, a poursuivi Jennifer. L'enquête l'a également impliqué.
Il a démissionné ce matin avant qu'il ne puisse engager des mesures disciplinaires contre lui. J'ai également appris d'un collègue que Marcus Patterson a demandé le divorce de Zoé. Leur liaison a effectivement détruit 2 mariages et 2 carrières. Après avoir raccroché avec Jennifer, je suis resté assise sur le canapé pendant un long moment, pensant à la chaîne d'événements que j'avais mise en mouvement. L'envoi de ce dossier de preuves à Marcus avait déclenché des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de ce que j'avais initialement prévu. Kyle et Zoé avaient tous deux perdu leur emploi. Marcus divorçait de Zoé. Kyle déménageait de l'appartement que nous avions partagé. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble s'était complètement effondré. J'ai essayé d'examiner mes sentiments à propos de ces résultats et j'ai trouvé principalement une profonde neutralité. Je n'étais pas heureuse que Kyle ait perdu son emploi ou de la destruction professionnelle que j'avais indirectement causée. Mais je n'en étais pas désolé non plus. C'était simplement les conséquences naturelles des choix que Kyle et Zoé avaient faits à plusieurs reprises pendant 11 mois. Ils avaient construit leur liaison pendant les heures de travail en utilisant les ressources de l'entreprise. Ils avaient menti à leur conjoint tout en volant du temps et de l'argent qui appartenaient à des vies partagées. Ils m'avaient qualifié de naïf tout en se moquant de mon incapacité à remarquer ce qui se passait. Les conséquences auxquelles ils étaient confrontés n'étaient pas ma vengeance. C'était simplement la réalité qui rattrapait des choix qui avaient des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Le soleil s'est couché le mardi soir alors que j'étais assise sur le canapé avec un verre de vin, regardant le ciel passer du bleu à l'orange puis au violet profond à travers la fenêtre du salon. Le silence dans l'appartement était absolu. Pour la première fois en 11 mois, je ne jouais pas un rôle. Je ne prétendais pas être la femme naïve qui ne remarquait rien et soupçonnait encore moins. Je ne documentais pas de preuves, ne planifiais pas de mouvements stratégiques, ni ne maintenais un contrôle prudent sur mes réactions, mon visage et mes mots. J'étais simplement assise dans mon propre espace, ressentant le poids de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré périodiquement tout au long de la soirée avec des messages de personnes qui avaient déjà appris d'une manière ou d'une autre que Kyle et moi nous séparions. Sarah a de nouveau pris de mes nouvelles, offrant son soutien. Ma sœur Emma a appelé de Boston, sa voix tendue d'inquiétude et de questions auxquelles j'étais trop fatigué pour répondre en détail. Quelques amis communs ont envoyé des textos soigneusement formulés qui tentaient de rester neutres tout en cherchant clairement des informations sur ce qui s'était passé. J'ai répondu brièvement à chaque message, promettant des conversations plus longues plus tard, lorsque j'aurais traité les choses plus en profondeur. Pour l'instant, j'avais besoin de calme. J'avais besoin de m'asseoir avec la réalité de ma nouvelle vie avant de commencer à l'expliquer à d'autres personnes ou à répondre à des questions sur ce que je ressentais ou quels étaient mes plans. J'ai pensé à Kyle se réveillant en hurlant quand il est arrivé ce matin et a trouvé que sa clé ne fonctionnait plus. J'ai pensé à son visage quand il a vu les preuves étalées sur la table de la salle à manger. J'ai pensé à lui lisant ma note et réalisant que j'avais observé pendant 11 mois, documentant chaque mensonge, me préparant exactement à ce moment. La femme naïve dont lui et Zoé s'étaient moqués était toujours la personne la plus intelligente de la pièce. C'était la vérité que Kyle a finalement apprise aujourd'hui. C'était la vérité que je porterais avec moi dans tout ce qui allait suivre, dans la vie que je construirais dans cet appartement qui était maintenant uniquement le mien, dans l'avenir qui m'appartenait entièrement. Si cette histoire de vengeance calculée et de force tranquille vous a captivé du début à la fin, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Daniel a tendu à Kyle l'enveloppe contenant les papiers de divorce et l'a regardé réaliser qu'elle avait tout documenté pendant 11 mois. Quel a été votre moment préféré dans cette histoire? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vous voulez plus d'histoires captivantes de justice, de trahison et de résilience? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire puissante comme celle-ci.